Et donc Thoiry était très novateur, et donc assez vite, je me suis dit, bon, puisqu'on a un bel outil, on peut l'utiliser ailleurs. Et alors, ailleurs, ça a été le parc de Peaugres dans l'Ardèche, où le département de l'Ardèche avait un problème, une question à résoudre plutôt. J'aime pas les problèmes, les questions à résoudre, c'est déjà plus, on n'est plus engagé à y travailler. Donc une question à résoudre. Le nord du département, c'est l'Ardèche du beurre, il pleut, on est au pied du mont Pilat, Auvergne, 1400 mètres d'altitude, il pleut. Et puis l'Ardèche du Sud, c'est le climat méditerranéen, c'est l'Ardèche de l'huile, la cuisine à l'huile. Là, il fait beau, il y a les gorges de l'Ardèche, il y a plein de touristes. Donc les gens du nord du département râlaient parce que tous les crédits du tourisme allaient au sud. Évidemment, on ne va pas faire un dépliant là où il n'y a rien. C'est ce que disait le président du Conseil général. Ça ne sert à rien de faire un dépliant. C'est pas le dépliant qui va créer le tourisme. Il faut qu'il y ait d'abord une activité touristique pour qu'il puisse avoir un dépliant ensuite. Et donc, on m'a demandé de créer, de faire un parc qui attire 200 000 visiteurs dans le nord des départements. Donc, j'ai cherché des terrains. Le conseil général, M. Théris, qui était président du syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche, Jean Théris, un type formidable, m'appelait, me disait, voilà, j'ai trouvé un terrain qu'on pourrait acheter pour faire... Est-ce que ça va? Bon, je descendais. J'en ai vu une dizaine et à chaque fois, ça allait pas. On a commencé à se décourager. Et un terrain de 1000 hectares à Roiffieux. Ah, 1000 hectares, vous allez prendre. J'arrive, je fais le tour du terrain. Je dis non, je prends pas. Il me dit pourquoi? Je dis parce que c'est que des versants nord, c'est bon pour les arbres, mais c'est pas bon pour les animaux. Il faut des versants sud. Je peux pas faire des plans d'eau, c'est trop pentu. J'ai une vue magnifique sur la vallée du Rhône, mais les vues magnifiques sur la vallée du Rhône, vous avez 200 km rive droite, 200 km rive gauche. On n'est pas là pour ça. Dans un parc, il faut des zones fermées, des zones ouvertes. Il faut donc alterner. Et d'autre part, il y a la traversée de la ville d'Annonay. Et les Lyonnais ne viendront pas parce que la traversée de la ville va rallonger le temps de venue de plus d'une demi-heure. Il va faire des bouchons, c'est pas jouable. Il m'a dit, oh, bon. J'étais un peu découragé. Puis il y avait un autre terrain, mais vous ne voudrez pas le prendre. Il fait 80 hectares seulement. Et il est traversé par la nationale. Je dis, je sais pas. Puisqu'on est là, je suis là, on va regarder. Il était plein sud. On pouvait faire dans la partie sud un plan d'eau, en faire un autre dans la partie nord. Il y avait des jolies vues sur les montagnes, et c'était dans un écrin forestier. Je dis, ça va, on fera un pont pour passer en dessous de la nationale, mais qu'on dissimulera, mais le terrain est parfait pour les animaux et les visiteurs. C'est là où on a fait le parc de Peaugres, qui fait 310 000 entrées par an. Là, il y a d'autres aventures qui sont arrivées, je ne sais pas si je les rencontre maintenant ou si c'est dans autre chose. Et puis l'autre parc aussi, quelquefois, une bonne action peut avoir des bonnes conséquences, des bons retours du ciel. Mon père était conseiller général des Yvelines. Il a été 28 ans. Et il apprend que le château de Pontchartrain, qui est à côté, 10 km de Thoiry, près de la ville de Plaisir, qui est un très beau château avec des jardins malheureusement détruits. Kaufmann Broad voulait faire 1200 logements dans le parc. Et ce qui interdisait qu'on puisse un jour espérer que les jardins soient recréés, et en tout cas que le site soit conservé. Il fallait, mon père était conseiller général, donc, et il téléphone, une directrice de Kaufmann l'appelle et disant, ah, monsieur de la Panouse, pour ce projet, il est normal que vous puissiez avoir des retombées qui correspondent pour vos œuvres. Nous avons 500 000 francs pour vous. En 1972, c'était pas mal, beaucoup d'argent pour vos œuvres. Mon père dit, bon, réunion à la préfecture, et mon père dit, voilà, on m'a fait une proposition. Je pense qu'autour de cette table, d'autres ont pu l'avoir, mais que personne n'y s'est soumise. En tout cas, moi, je sais que si on fait une dérogation pour autoriser la construction de 1200 logements dans les jardins de Pontchartrain, je fais savoir
la proposition qui m'a été faite et que je m'y opposerai par tous les moyens. Le préfet a dit, je pense qu'après l'intervention de M. de la Panouse, ce projet n'a plus lieu d'être. Et donc on a sauvé Pontchartrain des 1200 logements. Malheureusement aujourd'hui, 50 ans après, on va transformer le château en logement et je crains que du coup, j'aurais préféré qu'on fasse un hôtel, quelque chose qui apporte à l'économie touristique des Yvelines, plutôt que de faire des appartements de luxe supplémentaires. Bon, mais là, il n'y a pas, malheureusement, pas grand-chose à faire. Mais enfin, au moins, le parc et les jardins ne seront pas construits. C'est l'essentiel. Et l'architecte, Daniel de Montfred, m'appelle et me dit votre père m'a fait perdre un très gros marché à Kaufmann-Brod, mais il avait raison. Il dit je l'approuve, moralement il avait raison. Mais moi je viens vous demander de l'aide parce que j'ai un copain architecte dans le Languedoc, dans l'Aude, qui est très malade et c'est moi qui suis ses yeux et ses mains comme architecte départemental. Et donc, la mission Racine cherche un moyen d'animer touristiquement les zones qu'elle déclare non constructibles pour les stations balnéaires. Parce qu'à l'époque, c'était la mission Racine a construit toutes les stations, la Grande Motte, Gruissant, Port-Locate, Port-Barcarès. On voulait faire de la côte Languedoc la Floride française. Ce qu'on a fait d'ailleurs en partie. Et du coup, il y avait autour des étangs de Narbonne et de Sigean une zone qui a été déclarée inconstructible de protection de nature. Mais alors les gens râlaient, les propriétaires râlaient, parce que le cousin et le copain qui étaient dans la zone où on faisait des stations balnéaires, il avait gagné beaucoup de sous en vendant ces terrains, il y avait développement hôtelier, développement touristique dans la commune, et eux, c'était gelé. Et alors, j'ai été planché avec Daniel de Montfred devant la mission Racine, pour proposer de faire un parc qui donnerait une activité touristique à toute cette zone des étangs de Gruissant-Narbonne. C'est comme ça que j'ai fait le parc de Sigean, qui reçoit actuellement 380 000 visiteurs par an, qui est la plus grosse visite payante d'Occitanie, et qui est sur 330 hectares, qui est donc le plus grand parc zoologique de France, c'est celui-là. Mais nous n'aimons pas annoncer quand de dire qu'on est le plus grand, le plus beau et autres, ça n'a pas de sens. Une pièce de théâtre peut être dans un petit théâtre et être remarquable, et il peut en avoir dans une grande salle, immense salle, faire un four. La qualité du théâtre de la nature, c'est la qualité du confort pour les animaux d'abord et de la mise en scène pour les visiteurs. Alors Sigean, elle est assez fantastique. C'est un parc, il y a 330 hectares, dont plus de 300 pour les animaux. En semi-liberté, dans un site formidable. Alors ça, c'est d'autres histoires que je pourrais raconter sur la création de ces parcs. Mais c'est la prolongation de Thoiry. Et deux autres prolongations de Thoiry, ça a été le parc national dont je reparlerai, le parc national de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, et mon fils Edmond, qui a aidé Patrice Langour, docteur vétérinaire Patrice Langour, à rentabiliser une expérience formidable, 700 hectares près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, qui est la reconstitution d'une forêt primaire en France, faune sauvage et flore sauvage. Ça, c'est la génération de mon fils. C'est encore une autre histoire. Voilà, un peu les débuts de Thoiry, quelques souvenirs et mes rapports avec les animaux. Et les rapports avec les animaux, j'aimerais en profiter pour dire qu'au début de Thoiry, j'ai parlé qu'on avait acheté les animaux. Je raconterai peut-être, je peux le faire ici, mais plus loin pour Pau, comment on a amené des animaux du Kenya en bateau. Ça a été la dernière grande venue en France d'animaux, 120 animaux dans un bateau, le Garoufaya. Mon frère qui était à bord. Mais que maintenant, les choses ont complètement changé. Ma fille Colomba, je fais partie de le hasard. Maintenant, il y a 377 programmes européens d'élevage des animaux, avec un coordinateur qui décide où les animaux sont placés
Et les animaux appartiennent au parc tant qu'ils sont dedans, parce que c'est le parc qui a la responsabilité. Si un lion mange quelqu'un, un visiteur s'est échappé, c'est la responsabilité du parc, pas du programme européen. Par contre, ce lion, on n'a pas le droit d'en disposer, c'est le programme qu'on dispose. Ça veut dire que le coordinateur, par exemple à Thoiry, nous avons eu des naissances de jumeaux chez les pandarous. Et la femelle donne des jumeaux une première fois, c'est rare. Des jumeaux une deuxième fois, avec le même mâle. Immédiatement, le coordinateur, stop, parce que la descendance de cette femelle et de ce mâle va être surreprésentée génétiquement dans la population européenne. Donc, vous stérilisez la femelle et vous l'envoyez dans tel parc. Le mâle, vous l'envoyez dans tel autre, et comme vous savez bien les reproduire, on vous envoie un couple reproducteur. Le mâle vient de Hongrie, la femelle vient d'Angleterre. Voilà, c'est le coordinateur qui, pour ces programmes, répartit les animaux en fonction de la carte génétique pour maintenir la plus grande diversité génétique possible dans la population européenne. C'est les programmes d'élevage européens. Et ça, maintenant, c'est ce qui était un balbutiement quand j'ai fondé l'association des parcs et jardins zoologiques de France avec Jean Delacour comme président, parce que c'était lui qui était le plus grand sachant de nous tous, avec Jean Richard, avec le zoo de Paris, le professeur Nouvel, on s'est tous retrouvés dans l'intérêt des animaux. Il n'y a eu plus de concurrence, là il y avait une volonté d'essayer de construire un savoir-faire qui a énormément progressé et qui s'est totalement internationalisé. On a un hippopotame c'était trop reproduit, donc vous devez le stériliser. En fait, il fallait pas le stériliser, mais le castrer. Donc, il y a un veto qui avait le savoir-faire en Europe, vraiment le savoir-faire, il est venu, mais du coup, il y a eu 3 vétos français, d'autres parcs zoologiques, plus Thoiry, qui sont venus pour l'assister, pour apprendre. C'est-à-dire que vraiment, on mutualise les compétences. Il y a 2 camions capables de transporter des rhinos ou des éléphants en Europe, pas plus. Donc et un veto spécialiste. Donc vraiment, il y a une mutualisation des moyens. Et le HAZA fait partie du WAZA, du World Association of Zoo and Aquarium. Et un parc qui ne respecte pas les règles, c'est arrivé au zoo d'Amnéville, il a été suspendu jusqu'au moment où il a supprimé ses spectacles de tigres de cirque pour lesquels il avait investi 25 millions d'euros. C'est interdit dans les parcs zoologiques de faire des spectacles. On peut mettre en scène le nourrissage des animaux et le soin des animaux, parce que de toute manière, c'est une manipulation qui est nécessaire pour l'animal. Donc, on peut en faire profiter le public. On peut même faire profiter le public. On n'a pas les moyens à Thoiry, mais il y a des parcs zoologiques. Je crois qu'à Sigean, on peut le faire. On va même participer, une classe d'enfants. Enfin, les Danois le font, les parcs zoologiques danois le font. Faire participer les enfants à une autopsie d'animal pour montrer que le cœur d'une girafe, c'est 11 kilos et autres. Les Danois sont des agriculteurs, des éleveurs, et ça leur fait pas peur de montrer à une classe d'enfants une autopsie d'un animal qui est décédé. Ils meurent comme nous. Moi, j'ai ma date de péremption et qui a été plus longue que beaucoup d'animaux, qui commence à se raccourcir nettement. Mais les animaux, ça tourne plus vite en général que les hommes, les générations d'animaux. Et tout animal qui meurt dans un zoo doit être autopsié parce que c'est le moment de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et s'il y a un problème des vers, de parasites, des choses comme ça, immédiatement on peut soigner les survivants parce qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est autrefois, on pouvait prendre les griffes des lions en souvenir, on distribuait les griffes des lions ou des tigres, on pouvait garder la peau. Maintenant c'est interdit. On détruit la peau, les griffes sont lacérées par le vétérinaire et tout est envoyé à l'acquérisseur. On ne fait pas de marché, on ne touche pas d'argent
On pourrait le faire, hein, le sac à main qui est fait en peau de crocodile, mais le peau de crocodile qui vient de Thaïlande, où ils sont à l'état sauvage, où il y a des fermes de crocodiles et autres. Mais bon, moi personnellement, vous ne me verrez pas qu'un sac à main en crocodile, encore moins. Mes chaussures, ben, elles sont quand même en cuir de vache. Elles ne sont pas en carton. Il faut rester les pieds sur terre en parlant de chaussures. Mais les animaux sauvages, en Europe, on ne les mange pas. En Afrique, oui. Avec le professeur Jean Dors, on avait fait un déjeuner avec les journalistes, on avait fait venir de la viande d'antilope d'Afrique du Sud en disant sauver les antilopes en les mangeant. Parce que les parcs que j'ai créés en Afrique du Sud, en Afrique, les parcs qu'on créait, l'idée était de vendre la vision des animaux aux touristes, ça fait venir des devises. Les fauves, on les limite, 5% de prélèvement. Or, normalement, c'est 20%, 20-25% suivant les années. Donc, il y avait 15 à 20% on pouvait fournir en viande de brousse les villages autour, ce qui évitait de faire venir de la viande en Afrique, de la viande d'Amérique du Sud, qui est une sortie de devise, et écologiquement, faire venir du steak en Afrique qui vient d'Amérique, c'est pas très satisfaisant. Et avoir des fermes d'élevage en Afrique où on monte la vision des animaux aux touristes et on vend la viande à un prix local sur les marchés villageois autour, ça limite le braconnage, parce que sinon, c'est le braconnage qui donne la viande. Ils n'ont pas les moyens d'en acheter d'autres. Donc, de même qu'au lieu de vendre notre blé en Afrique, il faudrait mieux les aider à développer la permaculture, mais Monsanto et Bayer ne sont pas d'accord. La permaculture en Afrique, parce que l'Afrique peut nourrir ses Africains si elle est en permaculture. Si on développe vraiment la permaculture, mais voilà, ça c'est un autre combat.